suis né à Carcassonne le 1er décembre 1947. Jusqu'à l'âge de 4 ans, j'avoue franchement, j'ai pas trop de souvenirs. Parce que mon père, lui, qui était mineur de fond dans les mines de plomb, à la Loubatière, dans l'Aude. Et un jour, il y a eu un coup de grisouille, il a été blessé. Et du coup, il a quitté la mine, il a voulu rentrer dans la gendarmerie. On lui a dit, dans la gendarmerie, il n'y a pas de place. Maintenant, si tu veux aller dans la police, tu rentres quand tu veux, mais il faut aller au Maroc. Et mon père, comme il en avait marre, on était 4 enfants déjà, il a pris sa femme et les 4 enfants, et on est parti au Maroc en 52, jusqu'à 56, la fin du protectorat français. J'ai vécu donc 5 ans au Maroc, à Mogador, qui maintenant s'appelait Essaouira. 5 années dont je me rappelle, parce qu'à 8-9 ans, on se souvient de beaucoup de choses, c'était 5 années de rêve au Maroc. Et à la fin du protectorat français, mon père, donc, il a fallu qu'on quitte le Maroc. Il a été muté à Marseille. Ce fait que depuis l'âge de 9-10 ans, je suis à Marseille. J'ai 72 ans, vous faites le compte. Mon premier souvenir d'enfant, jusqu'à 4 ans, c'est marrant ce que je veux dire. Le seul souvenir que j'ai, c'est que je savais qu'on partait, qu'on allait prendre le bateau, mais quand t'es 4 ans, tu es con. Et je sais pas, j'avais foutu le bordel chez ma grand-mère, et j'avais foutu du papier. Et elle me dit, il faut ramasser les papiers. Et moi, j'avais ramassé les papiers, et c'est le seul souvenir que j'ai. Et j'avais dit, au moins, quand je serai sur le bateau, j'aurais pas les papiers à ramasser. Mais c'est des souvenirs sur la con, parce que j'étais à l'école la dernière année, donc j'étais à Carcassonne, à la Prade, je me rappelle, mais j'ai pas de souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs du Maroc, des souvenirs extraordinaires, mes parents, puis ils jouaient au rugby, mon père, et on faisait des déplacements à Casablanca, à Fès, à Marrakech, de partout. C'était le bonheur, quoi. Je veux dire, les parents, les enfants, on ne comprenait rien au rugby. Mais nous, quand on est là-bas, on s'amusait. C'était trop bien le Maroc, quoi. Moi, je me régalais quand j'allais à l'époque à Mogador. Il y avait la ville de Fortissier. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Et je me régalais avec ma mère, on allait aux commissions, il y avait la calèche. On montait dans la calèche, comme si on prend un taxi, là-bas, il y avait les calèches. Et allez, on partait en calèche dans la ville, on allait faire les commissions, c'était un régal, quoi, je veux dire, c'était un régal. À l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Hein. À l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Elles ne travaillaient pas, ma mère était mère au foyer. Elle nous gardait. Et mon père était dans la police. Voilà, c'était comme ça à l'époque, et ça a duré quand même longtemps, parce que moi, je me rappelle quand je me suis marié, ma femme, on s'est marié en 67, et elle a commencé à travailler qu'en 76, quoi. Je veux dire, à l'époque, on n'avait pas trop besoin que les femmes travaillent, se consacraient plutôt aux enfants. C'est pas péjoratif de dire mère au foyer, je veux dire, c'est un métier, mère au foyer. Voilà. Mes parents étaient très sévères. Il faut dire c'est comme ça. Mes parents étaient sévères. Mon père surtout. Et ça n'a pas empêché qu'on a toujours eu des très bons rapports. Mais je me souviens quand même que mes parents étaient sévères. Et c'est peut-être pour ça que je suis devenu ce que je suis devenu. Et à la limite, je les en remercie, bien que ça a un peu occulté certains côtés de l'enfance. Ben, je sais pas, quand je suis arrivé à Marseille, moi, je voyais beaucoup de copains qui sortaient d'un côté de l'autre. Moi, je pouvais pas sortir, je devais pas. Et puis, c'est pas comme maintenant que les minots, tu sors pas, ben moi, je sors, il s'en va. Non, à l'époque, le père était dit, tu sors pas, tu sors pas. Puis qu'après, bon, ça a duré jusqu'à 14-15 ans. Après 14-15 ans, et bon, j'ai acheté un cyclomoteur, il m'a acheté un cyclomoteur. Je faisais partie du club de cyclo, là, de moto de Château-Gombert. Il y avait Gabi Berthoumieux qui était
à la tête de ça. On partait de partout, dans des concentrations et tout. On se régalait. Mais quelque part, ils étaient quand même sévères. Et puis quelque part, maintenant, à mon âge, au départ, je disais, ils sont trop sévères. Mais à mon âge maintenant, je me dis, finalement, ils ont peut-être baissé parce que j'aurais mal tourné. Ça a failli, d'ailleurs. Mes parents étaient croyants et pratiquants. C'était tous les dimanches à la messe. Ils nous amenaient à nous. Moi, ça me gonflait un peu. Je faisais l'enfant de cœur, même. Voilà, parce qu'il faut dire que le frère de mon père était curé. C'est mon parrain. Mais les curés d'avant, il ne fallait pas rigoler. Là. Et moi, je faisais l'enfant de cœur, mais c'était rigolo quand on y était, là, par l'insensance, on buvait, des fois, ils buvaient le vin au curé et tout, mais quelque part, ça me gonflait. Un jour, il y a eu un conflit grave à mes parents par rapport à ça, parce que j'en avais plein les couilles d'aller à la messe. Et puis voilà, j'ai dit, moi, j'ai plus envie, et plus. Vous faites comme vous avez envie. Ça a un peu clashé avec mes parents à ce moment-là. Mais bon, avec le temps, des choses comme ça, tout s'efface. Surtout après, quand ils sont plus là, quand tu repasses, tu te dis, on a été con quand même de se clasher pour ça. Mais j'ai toujours un petit peu refusé l'ordre établi, la chose, les croyants, on pratique. Moi, je m'en bats les couilles, je veux dire, moi, il y a un bon Dieu, je sais pas quoi, je suis croyant. Parce que de mon éducation judéo-chrétienne, les relents, tu vois, tu es là, tu te dis, c'est vrai, c'est pas vrai, je suis un peu agnostique, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne regrette rien, de toute façon, voilà, je ne regrette rien. Arrivé au point où j'en suis aujourd'hui, je ne regrette rien, et mes parents qui sont au ciel, je les bénis. Ils m'ont surtout inculqué les valeurs du respect, de l'honnêteté. Et à 72 ans, j'ai beaucoup de notoriété, justement pour ça, pour cette franchise que j'ai toujours eue. Je n'ai jamais dit du mal de quelqu'un par derrière que j'avais à dire, je l'ai toujours dit devant. C'est les valeurs que m'ont mis mon père. Il m'a dit toujours, respecte les gens. Tu as quelque chose à dire, va leur dire. Ne dis pas par derrière. Et j'ai gardé ça. Et mon père, il m'a toujours dit une phrase, d'abord, sur mon site Le Phocéen, je l'ai mise en signature, et ça a guidé ma vie. Il m'a toujours dit, si tu donnes un coup de pied à chaque pierre que tu rencontres sur ton chemin, au bout de 100 mètres, tu n'auras plus de chaussures, mais il y aura toujours des pierres. Ça veut dire, quand tu peux, évite. Parce que si tu n'évites pas, tu as chaud, tu vas te planter, au bout de 100 mètres, tu vas te replanter. Cette phrase a beaucoup guidé ma vie, elle est dans ma signature sur le site Le Phocéen. C'est mon père qui m'a appris ça. Je ne sais pas d'où la tenait, cette phrase, lui, elle n'a pas inventé. Mais c'est une phrase forte qui m'a toujours suivi. Je vais te dire un truc, la chose qui m'a marqué avec mes parents, il y en a plusieurs, mais en fait, bien qu'ils soient sévères comme ils étaient, c'est que de bons souvenirs. Moi, je me rappelle au Maroc, mon père il jouait au rugby, mon souvenir du Maroc avec mes parents, c'est on allait de partout, dans toutes les villes, les troisième et mi-temps, parce que là-bas, allez, les chaises qui tournaient de partout, et nous, on était là, on faisait comme on avait envie, dehors, il y avait la terrasse, on s'amusait, les enfants, on se connaissait tous. Voilà ce que je retiens de mes parents. Après, arrivé à Marseille, eh bien, avec mes parents, je me souviens, quand on était à Marseille, comme je suis natif du Sud-Ouest, il y avait là-bas mes grands-parents maternels et paternels. Eh bien, mon père, il avait acheté au Maroc une grosse vedette Ford, Curon. On patinait cette Ford, il faisait des putains de choses dedans. On allait voir mes grands-parents au village, on revenait à Marseille. Comme ils étaient donc, je dis bien, comme ils étaient croyants, pratiquants et tout, à Saint-Mitre, il y avait, comment ça s'appelle, un cercle, le cercle du curé, on appelait ça. Le cercle de Saint-Mitre, ça appartenait à la paroisse. On allait là-bas, mais nous, c'était, nous, la paroisse du curé, pas du curé, je sais pas. Et la première fois que j'ai vu une télévision, la première fois, c'était
dans ce cercle de la paroisse. Grand souvenir. Et je me souviens, c'était midi, on sortait de la messe, et c'était l'émission qui est mythique, où Johnny Hallyday était invité par, comment ça s'appelle, un discours en mal, et où il lui raconte qu'il est anglais, pas anglais, mais maman. C'est la première émission de ma vie que j'ai vue à la télé, et je l'ai vue à la paroisse de Saint-Mitre. Ben, eh bien, je vais te dire un truc. À l'école, quand je suis arrivé à Marseille, donc j'avais 9-10 ans, j'étais à l'école communale de Marseille, et moi j'arrivais du Maroc, c'était un monde totalement différent. Moi, à l'école au Maroc, l'école, le cours, c'était un chant. Je veux dire, quoi, je me rappelle même au Maroc, un jour, on était dehors, et d'un coup, il y avait des cloches comme ça. La maîtresse, je ne me rappelle plus qui, ding, 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 rentrez, rentrez, parce qu'on était dans un champ. Qu'est-ce qu'il y a? Et on regarde, il y avait un nuage qui couvrait le soleil. Et c'était un nuage de sauterelles qui arrivait sur la cour de l'école. On est vite rentré dans l'école. Oh, mais un nuage, tu voyais, comme s'il venait la nuit, et se sont posés sur le terrain, là, dans la cour, mais c'était un champ. Quand ils sont repartis, 1 heure après, il n'y avait plus rien. Et nous, je veux dire, ça, c'est des souvenirs aussi, tu vois. J'oublie un te disant le Maroc, parce qu'il y a tellement, après qu'ils te reviennent en parlant, il me revient ça. Voilà, et j'arrive ici à Saint-Mitre, il y a une cour en béton, les filles et garçons mélangés à l'époque, bon, mais ça c'est normal. Et quand tu sais pas, en plus j'avais l'accent du sud-ouest à l'époque, parce que j'avais gardé cet accent, parce que mes parents, comme ils avaient l'accent, et je fréquentais plus mes parents, j'avais gardé l'accent du sud-ouest, on roulait les airs. J'arrivais là-bas, ils m'appelaient Carcassonne, ils se moquaient un petit peu au début, ils étaient un peu frustrés, tu vois, je veux dire. Mais bon, après ça va vite, et quand tu te couds, tu te mets à la page avec les enfants. Les enfants, ils sont méchants sans l'être, je veux dire. À un moment donné, après, tout se mélange. Et d'autant que je suis arrivé à Marseille, et donc je ne connaissais rien de Marseille, rien, pas plus l'OM que d'autres choses. Et les mères, les minots, ils avaient 12 ans déjà, ils te parlaient de l'OM. Et moi, qu'est-ce que c'est l'OM? Ils passaient pour un con, en plus. J'ai aux yeux des minots. Mais une fois qu'il m'a expliqué, j'ai toujours un caractère comme ça, tu vois. Même à 11 ans, 12 ans, prenez pour un con, j'ai eu maître aussi. C'est quoi l'OM? Et 2 ou 3 ans après, avec le père, il y avait un gars, il avait des enfants, il allait à l'OM. Et un jour, il me dit, tu viens? Et je viens. Mais je suis incapable de te dire le match et le résultat, parce que l'état là-bas, en fait, on faisait des connes dans le virage. On n'a même pas vu le match. En fait, pour les enfants qui, à l'époque, n'étaient pas libres comme ils sont maintenant, eh bien, aller au stade, c'est quelque chose de une sorte de liberté. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et après, je me suis mis dans le coup, dans l'école, je participais, je rigolais. J'ai toujours voulu, moi, voilà, pas devant, mais surtout pas derrière. Et ça a bien marché. Et j'étais un bon élève. La preuve de l'année, c'est que quand j'avais, à la fin de mon école communale, c'est moi qui ai eu le grand prix de la ville de Marseille remis par les mains de Gaston Defferre de mon école. À l'époque, il y avait ça. Je ne sais pas si ça existe encore. Le grand prix, d'abord, tout à l'heure, je te ferai voir, j'ai le diplôme là et tout, le grand prix de la ville de Marseille de mon école. J'étais un très bon élève. Mais mon père a été gravement malade à un moment donné. Il a eu, enfin, et il a été opéré gravement, il a failli y passer. J'ai été un peu moins suivi, parce que ma mère s'occupait beaucoup de mon père, et j'ai un peu lâché l'affaire. Et du coup, j'ai été dans un lycée technique, à la rue des Écoles, là où allait Pagnol, je crois. Et là, alors, voilà. Là, j'ai connu des jeunes, pas des voyous, des connards. Alors que je sortais avec d'un diplôme meilleur de l'école, je suis arrivé là-bas, les mains du panier, de la plaine, ça va, blouson noir. Ma mère m'avait fait plaisir, elle m'avait acheté une chemise à pois
à l'époque bleu, avec les pois blancs, et à l'époque c'était les chemises de royaux. Je me rappelle, j'étais allé à l'école, la femme m'a renvoyé à la maison parce que non, il faut pas mettre cette chemise. Ma mère, elle m'a dit, il veut pas que tu mettes. Eh bien, tu dis que tu en payes une autre, elle m'a renvoyé à l'école là-bas. Ma mère a dit qu'elle a vendu un bordel. C'était bizarre à l'époque quand même. C'était bizarre. Là, ils sont un peu trop cool. À l'époque, ils étaient un peu trop. Voilà. Mais enfin, bref, allez, j'ai connu un tas de gens, et puis après, j'ai fait 3 ans. Les 2 dernières années, je les ai faites au collège Le Châtelier. J'ai fait la première année au Châtelier quand il est ouvert, et là, alors, ça a été la débandade. Ils m'ont viré, j'étais allé à l'école, la rue d'école, pour faire le chaudronnier, là, je sais pas quoi, là. Et comme je n'ai pas été bon, quand tu n'étais pas bon, tu avais un truc de Roger, c'était la soudure. On m'envoyait soudeur. Alors moi, il m'avait envoyé là-bas au Châtelier à la soudure. C'était le reliquat des élèves. Et là, alors, ça a été les bananes. Et ils m'ont viré 3 mois avant le CAP. Parce que j'ai trop fait le con, je faisais le con. J'étais parti en couille et puis avant. Ils m'ont viré. 3 mois avant le CAP, je suis allé passer le CAP quand même en candidat libre, tu parles. Ah, Buffy, on dit, retourne chez toi. Et donc, du coup, mon père était toujours malade, il a fallu que je me démerde un petit peu seul. À 16 ans, à 15 ans et demi, 16 ans, je suis allé travailler. Ma première boîte, ça a été à la place de Sébastopol, chez Janovic, comme soudeur. Mais bon, après, je sais pas ce qui s'est passé, ils trouvaient que je suis parti à Coder. Et c'est là qu'on t'apprend la vie, quand tu commences à travailler. Parce que là, tu vois, je leur en ai voulu, mais je leur ai dit, vous, bande d'enfoirés, vous m'avez appris ce que c'est la vie. J'étais à Coder, j'avais 16 ans et demi, j'étais à la chaîne des wagons neufs, ils appelaient ça. C'est-à-dire que là-bas, tu avais un grand hangar avec de la ferraille, du bois, voilà, et le soir, au bout de l'autre bout, il fallait qu'ils sortent 4 wagons de marchandises. Et moi, je suis allé là-bas comme soudeur, mais on dit on n'a pas de place comme soudeur, mais si tu veux, on te met à la meule. Je ne savais pas ce que c'était. Moi, il fallait que je travaille. Mon père était malade, il était dans la police, d'accord et tout, ma mère ne travaillait pas. Donc, je me suis mis à la meule, il fallait meuler les soudures. Et après, tu as la plaine. Tu vas voir le mec, tu dis, oh, il ne peut pas changer là. Oh, tu verras là-bas. Et tu verras la boulonneuse. Parce qu'à l'époque, c'était 12-13 heures par jour à Coder. Et quand tu vas, moi, un jour, je lui dis, ça m'a marqué pour la vie entière, ça. Je suis allé, je lui dis au mec, on ne peut pas avoir une petite augmentation. Je ne peux pas avoir une petite augmentation. Et à l'époque, on ne parlait pas en pourcentage, on parlait en centimes. Et le mec me dit, oui, pas de problème. Tu dis jamais non, tu sais, à cette époque-là. Et moi, con comme la lune, 16 ans, tu travailles, mais tu ne regardes pas l'entourage. Je n'avais pas vu qu'au fond du hangar, il y avait genre de mezzanine, avait un mec dessus. Tu le vois, mais tu t'en fous, tu ne sais pas ce qu'il fout ce mec-là. Et il me mène au contremaître, je sais pas quoi, le mec il me dit, combien tu veux? Je ne sais pas, moi, 20-30 centimes depuis, parce que putain, il n'y a pas de problème. Il s'en va, il revient avec un dossier comme ça, mais à l'époque, il n'y avait pas de calculateur, tu sais. Et il calcule, tu as le temps? Oui, j'ai le temps. Au bout de 20 minutes, il me dit, voilà, tu me demandes 30 centimes, mais tu as passé tant de temps dehors, tant de temps assis, tant de temps à sortir à pisser, tout ça, ça te met l'heure à 40 centimes de plus. Et puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est quoi ça? Il me dit, oui, parce que pour pisser, il fallait sortir du hangar. Tu vois? Il me dit, tu as passé tant de temps en dehors du hangar. Je dis, ouais, mais c'est pour pisser, qu'importe. Et le mec était en haut, il était là avec un cahier, il chronométrait les gens qui allaient pisser, fumer une cigarette et ciel. J'ai dit, et moi, avec mon caractère déjà, j'ai dit, eh bien, faites-moi mon compte. Il me dit, pas de problème. Un quart d'heure avant, je rentrais pour demander l'augmentation. Un quart d'heure après, je sortais parce que j'étais parti. J'étais plus dans la boîte. La chance que j'avais à l'époque, c'est qu'à l'époque,
qu'il y avait pointure pas de chômage. J'ai quitté c'était un vendredi soir, je m'en souviens. J'ai quitté le vendredi soir. Le lundi matin, je commençais à travailler à Ferré-Roran, dans l'impasse de l'Espérance, en haut de l'avenue de Toulon. Et là, en tant que soudeur, par contre. Mais je suis le dernier rentré. Et allez, on s'attend. D'un coup, il se monte un syndicat. Cette fameuse CGT. Mais moi, tu sais pas, à l'époque, tu n'es pas au courant comme maintenant. C'est pas vrai. Le mec me dit, t'es con. Mais qu'est-ce que t'es con? Comment c'était il y a plus de 50 ans en arrière? Les jeunes, ils n'étaient pas au courant comme ça. Tu vas, tu travailles, tu rentres à la maison, mais bon. Et là, un syndicat, il se monte. Hein. Le mec, il me vient, il me dit, oh, Mino, tu prends la carte, j'avais 17 ans, il me dit 18 ans, tu prends la carte du syndicat? Je dis, ouais, c'est quoi ça? Eh bien, pourquoi te défendre, on va te saler avec moi, ouais, tu vas défendre, les prendre. Mais comme moi, j'étais un des derniers rentrés, le patron, quand il a vu qu'il se montait un syndicat, il a monté un syndicat à Rébuffet. Il a cassé les couilles à tout le monde, il a viré les derniers rentrés, ils ont été virés. J'ai fait partie du wagon. Tu vois, si je suis comme ça, c'est que de jeune, j'ai subi quand même cette espèce d'injustice. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, c'est une injustice. Je dis comment? Je ne demande rien. Là, tu me dis, je prends le syndicat, je te file. Là, tu me dis, barre-toi. Mais vous êtes fous, quoi. À 18 ans, tu es confronté à ce genre de problème. Puis quand tu as un caractère fort comme le mien, tu ne l'acceptes pas. Voilà. Alors, du coup, alors là, entre-temps, je vais souvent parler d'elle, mais mon fil rouge, c'est ma femme. Eh bien, avec Annie, je vais t'en parler souvent, parce que c'est mon fil rouge. Et si je suis là, c'est encore grâce à elle. Je l'ai connue, à l'époque, il y avait dans le quartier, à Château-Gombert, il y avait un cinéma, il s'appelait le Savo Ciné. On allait au cinéma, ben bon. Et à côté, il y avait un couloir. Et à l'époque, dans les années 60, le mec, il avait créé une boîte. Il appelait ça les toits. Mais enfin, une boîte, genre, comme on fait les surbooms, tu sais. Il y avait le TEPAS, avec le disque vinyle, quoi, je veux dire. Mais le disque vinyle comme ça. Et d'un coup, je me vois cette fille, jeune, 15 ans elle avait. Elle était avec sa sœur, qui en avait 17, elle était avec son fiancé. Et elle était là, dans ses bim, bon. On se met à sortir ensemble. Hein. Et puis, elle me plaisait beaucoup. Mais pas que c'était une bombe atomique, mais elle était gentille, elle était mignonne, elle parlait et tout, bim, et on a continué à se fréquenter. Mais moi, à l'époque, en travaillant, j'avais acheté un Malaguti qu'on appelle, tu sais, à l'époque, là. Et je me trimballais, Malaguti, je commençais déjà à avoir le cheveux, bim. Et sa mère, qui est corse, elle me voyait partir avec sa fille, elle ne me voyait pas du bon oeil. Et je savais qu'elle ne voulait pas que je sorte avec elle. Et moi, j'adorais cette fille. J'allais la chercher à l'école avec le Malaguti et tout. Et on se voyait le dimanche au ballet. Et tant que tu viens, qu'un jour, bon, je dis, mon vieux, je vais la chercher. Je vais chez elle, là, je tape, je rentre. Elle n'est pas là, Annie? Ah, elle n'est pas là, elle me dit sa belle-mère, sa mère de Corse. Et je me vois une espèce de gabarit là, qui était en train de manger le café aux lèvres des galettes. C'est le fils d'un docteur. Ma belle-mère, à l'époque, elle avait la folie des grandeurs. Elle voulait marier sa fille avec le fils d'un docteur. Se faire foutre. Annie, ma femme, non, elle était dans la chambre, elle n'était pas avec lui. Dès ça, elle va avec moi. Et je suis parti le 1er mai 67 à l'armée, à Salon. Et moi, je me suis chié dessus. J'ai dit, je m'en vais à l'armée, elle va tout faire pour me séparer de ma femme, de cette fille que j'ai. Mais je l'aimais, et on s'aimait tous les deux. Il se passe 2 mois, donc, et le 14 juillet 67, l'armée me donne la permission. Je vais à la maison, je prends Annie, et j'avoue franchement, je lui ai dit, voilà Annie, tu m'aimes? Moi je t'aime, je veux faire la vie avec toi. Elle me dit, moi aussi. Elle me dit, mais ta mère ne veut pas. Alors c'est ce qu'on fait, on fait un petit. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ma femme, elle a eu 17 ans le 2 septembre 67. On s'est mariés le 25 septembre 67. Elle était enceinte de 2 mois. Voilà. Et ça fait 52 ans de ça et on est toujours là. Aucun. On n'a aucun point commun avec Annie.
C'est les deux extrêmes. Elle, ma femme, même maintenant, pour la sortir, il faut que je la prenne par les cheveux. Or que moi, je suis un mec, il faut que je sorte toujours dehors. Moi, j'aime qu'être dehors. Et elle, ma femme, c'est depuis toujours. Ses enfants, maintenant les petits-enfants, très paternels, elle est d'origine corse, ça se comprend. Mais c'est les deux extrêmes qui se sont rejoints. Et je veux dire, si je suis là encore, c'est grâce à elle. Je devrais être, je ne sais pas, ou en prison, ou mort, je devrais être un clochard, je devrais être... S'il n'y avait pas eu Annie derrière moi toute ma vie, qui m'adore, qui m'aime, me le prouve encore maintenant, je ne serais pas en train de raconter tout ça. Tout. Tout. Tu sais, au bout de 52 ans de mariage, ta femme, c'est ta soeur, ta mère, ta grand-mère, ta belle-mère, ta cousine, ton amante, c'est tout. Annie, pour moi, c'est tout. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que tu veux manger à midi? Tu fais ce que tu veux, Chou. Et ce soir, je l'appelle Chou. Tu fais ce que tu veux, Chou. Je m'en fous. Elle fait ce qu'elle veut. C'est ma vie, je veux dire. Si elle n'était pas là, je ne serais pas là en train de la raconter, ma vie. Je suis sûr que je ne sais même pas si je serais vivant. À ce point. Eh bien, c'est-à-dire que j'ai eu ma première fille dans le 5 avril 68. Mon deuxième, c'est un garçon, le 16 avril 69. Et ma troisième, ma fille, le 23 août 70. Ça veut dire que ma femme a eu 20 ans le 2 septembre 70. Et ma femme, le jour de son anniversaire de ses 20 ans, elle était à la clinique parce qu'elle venait accoucher de mon troisième enfant, de ma fille. C'est phénoménal, c'est phénoménal, non? Il faut bien, tu comprends bien que depuis le temps, ça va au-delà de l'amour. Je n'arrive même plus à dire comment ça marche. 52 ans de mariage, avec la vie de patachon que j'ai menée, une vie de fou, un enfoiré. Moi, je veux dire, ma femme, elle aurait dû divorcer 10 fois au moins de moi. Je lui ai mené une vie d'enfer, cette pauvre femme. Quand je la regarde, je suis là, je rentre à la maison, mais je vois une madone devant moi. Comment tu as fait pour me garder? Bon, ça fait plusieurs années que ça va, je me suis rangé des voitures, il n'y a pas de problème, c'est tout pour elle, il n'y a aucun problème. Mais je me demande encore, il y a des fois, je me dis, comment a fait cette femme pour te garder? Même mes amis me le disent, même ses copines me disent, mais tu sais qu'une fois, je vois une copine qu'on avait, que ça fait 10 ans qu'on n'a plus vue, et ses amis, et je la vois sur le stade, que j'ai avec mon petit-fils, elle me dit, je peux te poser une question, Edith, elle s'appelle la fille. Je peux te poser une question? Oui, qu'est-ce que tu as dit? Elle me dit, et Annie, tu la vois de temps en temps, comment ça va? Et moi, j'ai dit, mais Edith, je suis toujours avec Annie. Elle m'a regardé comme si j'avais dit que j'avais le sida. Tu es toujours avec Annie? Il dit, oui, Edith. Elle a eu le courage de me garder. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais tu sais, ta femme, c'est une sainte. Et je le pense. Et j'aime tout parce qu'en plus, je ne cherche même pas à comprendre moi. Elle est là depuis 52 ans. Elle a toujours été derrière moi, même dans les moments les plus difficiles. Dieu sait, si moi, je me suis mis dans des merdes inexplicables, elle a toujours été là. Elle est toujours là. Je ne peux pas dire, voilà, je souhaite une femme comme la mienne à tous les hommes. Voilà. D'abord, on ne reste pas, un mec comme moi, il ne reste pas 52 ans avec une femme s'il y a des travers. Et elle aurait dû me jeter depuis longtemps. Parce que j'en ai eu des travers. J'en ai plus, mais j'en ai eu. Eh bien, c'est une sainte. Et je le dis toujours. C'est comme ce que je dis, mais c'est une boutade. Si un jour elle meurt, que Saint-Pierre, il n'apprend pas au paradis, je monte, je roule de coups Saint-Pierre. Parce qu'elle mérite le paradis, cette femme, d'avoir supporté un mec comme moi depuis tant d'années. Mais il faut l'avouer, ça. Et il y a des mecs, je les vois, moi, des mecs. Je le sais que c'est des cons finis, enfin, des mecs dans mon genre. Et, ouais, ma femme,
tu critiques ta femme, toi. Elle supporte ce qu'elle supporte. Moi, je le reconnais. Mais les mecs, quand ils ne le reconnaissent pas, ça me dégoûte. Moi, je dis publiquement, ma femme, c'est une sainte d'avoir supporté un mec comme moi. Voilà. Eh bien, en fait, quand je suis après, donc je suis parti à l'armée, 2 mois après, parce qu'entre-temps, entre ce qui me vire et que que je parte à l'armée, il y avait le marchand de vin du quartier du Merlan, Bermond. Tu vois, je suis incapable de te dire ce que j'ai mangé avant-hier, mais je me souviens de tout ce qui était ancien. C'est quoi ce que je vais dire, mais il y en a qui ne vont pas le comprendre, mais je m'en fous. Et il y avait un marchand de vin, Bermond, il livrait le vin chez mes parents. Et il leur a expliqué, ben moi, il a dit, si tu veux, j'embauche le petit, il livrera les bonbons de l'élevé avec moi, tu vois, je veux dire. Et voilà, jusqu'à ce que je parte à l'armée, j'ai livré le vin chez eux. Et quand je suis revenu de l'armée, eh bien, ils m'ont repris. Et 2 mois après, mon père m'a fait rentrer à l'ARTM. Parce qu'entre-temps, j'avais fait l'armée, et l'armée, ça a été why. Parce que donc, j'étais parti, ma femme enceinte, et le fait est, c'est que tout le monde parle de mai 68, mais en fait, c'est parti en avril 68. On va dire. Et moi, en avril 68, ma petite, elle est née le 5 avril. Et moi, il me consigne. Tu me consignes, j'ai ma femme, elle a 17 ans et demi, elle a un enfant, et je viens d'avoir un enfant que j'ai vu juste le jour de naissance, et tu me consignes. Je me suis fait le mur, j'ai dit, allez vous faire en foutre, parce que j'ai toujours été moitié comme ça, moi, je m'en bats les couilles, il y a des conséquences, j'agis. Et je suis parti voir ma femme et mon petit, ma petite. Et quand je suis rentré, à l'époque, un militaire, il faisait 16 mois. 16 mois. C'était 16 mois quand tu partais à l'armée. Mais si tu étais marié, tu faisais qu'un an, tu vois, je veux dire. Donc, comme j'étais marié entre-temps, j'aurais dû faire qu'un an. Mais comme je suis marié, j'ai fait le mieux pour aller voir les choses. Quand je suis arrivé, ils m'ont mis 2 mois aux arrêts de rigueur. Et les arrêts de rigueur, comment que les Baumettes, c'est le club med à côté. Hein, l'armée, je te parlais, il y a 50 ans. Et au bout ils m'ont fait faire 16 mois. Et je me souviens, le mec qui s'appelait le colonel Labouche, celui qui tenait parce que j'étais à l'armée à Salon, celui qui tenait Salon, quoi, l'armée de l'air. Il me vient, il me dit, voilà, enfoiré. Il me dit, je vous sens, vous, un leader, vous auriez une carrière dans l'armée extraordinaire. Je le rencontrais, il dit, moi, dans l'armée. Il me dit, ouais, je vous sens, je suis sûr que si vous signez à l'armée, malgré ce que j'ai vu de vous, je suis sûr que vous allez réussir. Et moi, je lui dis, mais vous rigolez, non? Je ne risque pas de signer à l'armée. Ah ouais? Et il me met sur le livret militaire, il marque éléments rebelles, antimilitaristes notoires, en cas de soulèvement par voie de presse, radio, patin couffin, reste dans ses foyers. Et moi, je lui dis, bébé, content, il me dit, non mais ne croyez pas que vous allez baiser la femme de ceux qui s'en vont au front, on vous enverra sur les dépôts d'armes et les dépôts de munitions, c'est la première chance de viser par les ennemis. Et à cause de ça, je n'ai jamais pu rentrer dans une administration. C'est une tête de con. Donc je m'en fous. L'administration, il n'y a pas que là que tu vis, la preuve l'année, parce que je n'ai pas évident que tu as pas à l'administration. Mais je n'avais pu rentrer. Et mon père, après que ça allait mieux chez lui, il m'a fait rentrer à l'ARTM. Et je fait que je suis rentré le 20 mai 69 à l'ARTM. Pendant 5 ans, il y avait les receveurs encore à l'époque. Pendant 5 ans, j'ai fait le receveur. En 1974, ils m'ont fait passer le permis. J'ai fait pendant 10 ans le chauffeur. Mais comme j'avais toujours ma tête de con, je n'étais pas content des syndicats, je n'étais jamais content de rien, pas assez payé, les conditions de travail, pas de coffre, toujours pareil. Et j'avais le syndicat, j'étais adhérent à la CGT. J'ai trouvé trop mou. Et un jour, il y a eu une grève. Je suis monté sur l'estrade avec le leader de la CGT. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que tu fais là, mi maman? C'est trop mou, vous êtes une gonzesse, mi maman. Voilà, mais bon. J'ai créé mon propre syndicat. J'avais tous les barjots de la RATM. Tous les barjots de la RATM, ils sont venus avec moi. Et mes amis, je ne dis pas les noms parce que je ne veux pas... Mais je veux dire, voilà, j'avais une quinzaine de mecs
des désespérados, le radeau de la Méduse. On y va, où on va, on ne sait pas, on y va. Tant et si bien qu'on a fait des grèves extraordinaires, on a bloqué la ville de Marseille. Il y avait Vigouroux le maire, et je bloque Marseille. La CGT était obligée de me suivre alors que j'étais moins fort qu'eux. Eux faisaient 60% des voix, moi je faisais que 35-40, mais il n'y avait que des desperados. On bloque la ville de Marseille. Et le Vigouroux, il savait que c'était moi qui faisais tout ça. Il envoie sa voiture en gyrophare. Il me dit, monsieur Vigouroux veut vous recevoir. Je lui dis, tu vas dire au maire que quand je serai à la table de négociation, on débloquera Marseille et pas avant. Et 2 ou 3 fois dans la journée, à 16h, il me revient, il me dit, monsieur le maire est d'accord de vous recevoir de suite. Et j'ai dit aux autres, vous venez avec les bus de sous la mairie, là-bas. Et si je sors, que je dis on rebloque, c'est que les négociations n'ont pas chose. Le pire, c'est que ce jour-là, c'est rigolo, c'est que quand tu fais la grève, tu n'as pas le droit d'utiliser le matériel de ton entreprise. Mais nous, pour bloquer Marseille, on a fait la grève, il fallait descendre avec le bus. Cagoule, tout le monde avait la cagoule. Bon, on a descendu là-bas, une histoire de fou. Et on charge. Et on a obtenu satisfaction. Et quelques temps après, ça n'allait plus. Et je pose des questions au patron. Et un jour, il m'appelle, il me dit, voilà, je vous reçois 11h. Et moi, je crois que c'est pour qu'il me réponde à mes questions que j'avais écrites. Et je prends mon bureau, je dis, on y va. On y va, les gars. On va là-bas. Et lui, oh, ça déconne. Le mec, il était en bas de la chose. Moi, j'ai mon bureau. Et la porte d'entrée était là. Pour dire comme il était con. Il me laisse à côté de la porte d'entrée. Il était avec son secrétaire. Il me dit, alors voilà, je vous ai réunis parce que dans votre dernier tract, vous avez dit des choses par le gérant de la maison. Et moi, il dit, moi, mais tu m'as réuni ici pour me faire un pampan cucu. Je veux les questions, les réponses à mes questions. Il me dit, elles sont brouillons. Je m'en bats les couilles. Nous, on est simples, nous. Envoie ton larvé chercher le brouillon. Non, il n'est pas à moi. J'ai dit, voilà, tu vois, la porte, elle est là. Voilà, tu sors plus de là. Et je l'ai séquestré. C'est 10h du matin. Je sors 16h. Attention à ce que vous faites. Vous me listez. Vous me menacez à moi en plus. Je me rappelle, j'avais dit à mon collègue, va chercher le plateau repas. Qu'est-ce que vous buvez? Du rouge ou du rosé? C'est un bordel. Et à 16h, ils ont carrément fait venir les condamnés. Lui, quand il a vu ça, il a été débordé, lui, parce que nous, on n'était pas débordés. Je te dis, j'avais que des désespérados en mémoire. Et du coup, ça va, il m'a donné ci et là, mais il m'a fait payer le prix cher. Il m'a révoqué. Voilà, pas licencié, parce que licencié, tu as dans le chômage, tu as dans la prime, tu as dans tout. Là, révoqué à 42 ans, pas de chômage, pas de prime, et comme j'avais pris le congé au mois d'avril et qu'il m'a licencié le 16 juillet 69, il m'a envoyé un huissier pour rembourser la moitié de mon congé annuel. J'ai les papiers, je vais te les faire voir tout à l'heure. J'ai eu un huissier à 42 ans qui m'a envoyé, qui m'a demandé la moitié de mon congé annuel à 42 ans. J'avais que ma femme qui travaillait parce qu'elle travaillait en 76 et j'avais mes 3 enfants 17, 18, 19 ans. C'est un chien. Et voilà. Et du coup, je me suis retrouvé à la rue et moi, j'avais toujours rêvé d'avoir un bar. C'était un rêve. Les revendications que nous avions à l'époque sont un petit peu similaires à celles d'aujourd'hui. Les conditions de travail, les salaires, les bus à l'époque, il n'y avait pas la climatisation, le chauffage, il n'y avait rien. Les conditions de travail, tu vois, c'est un peu global à l'époque. Un peu comme maintenant, mais beaucoup accentué, parce que maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui se sont greffées. Mais nous, à l'époque, à l'RTM, je ne dis pas qu'on était mal, mais bon, les conditions de travail et les salaires, il fallait quand même... Et voilà, et bien moi, c'était mon truc. Voilà, les conditions de travail. Moi, j'ai toujours eu horreur des gens qui travaillent dans des conditions déplorables pour que les autres, ils se gavent. Avec moi, tu ne te gaves pas sur mon compte. Je veux bien que tu gagnes la monnaie, mais je veux en gagner aussi dans des conditions décentes. Ça a toujours été mon cheval, ça.
J'ai toujours pris la défense des gens, des trucs. J'étais président de l'amicale de locataires des balustres à l'époque, en même temps, en 1974. J'étais pas content de l'augmentation des charges parce que la cité n'était pas bien tenue. J'ai fait la grève des charges et à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. J'ai pris une bus, 52 femmes, on est descendu en rue Sébastien. Lui, il savait que j'ai descendu du monde, il m'a mis une compagnie de CRS. J'étais le seul mec. 52 femmes, tu te rends compte? Et le moment où la compagnie s'est lancée, je suis descendu, j'ai dit, allez-y, vous pouvez taper là, vous n'aurez pas de problème là. Et les CRS, ils sont restés que mais comme on nous a dit que sur les années, il allait y avoir des amours. Il n'y a pas d'amour là. J'ai 52 mères de famille là. J'ai toujours été comme ça, un fou, un fou. J'ai payé le prix fort souvent, mais aujourd'hui, je peux en parler. J'ai payé le prix fort souvent, mais je peux en parler. Voilà. Et quand j'ai été viré, donc, pas de travail. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais qu'un seul métier, chauffeur de bus. Parce qu'à l'époque, j'avais été à l'école de soudure, mais tu vois, à 30 ans, tu te rappelles maintenant. Tu sais comment j'ai acheté mon bar? Ah, et j'ai les noms, j'ai tout, je peux me donner la preuve. Il y a 15 personnes, 15 amis, 15 frères. Tu ne sais pas comment tu peux appeler ces gens-là. Ils sont venus, ils m'ont dit, René, c'est interdit, parce que moi, à 20 ans, je faisais la politique. À 29 ans, j'avais été élu dans la mairie avec Gaston Defferre. Il n'y avait pas les mairies secteurs à l'époque. Donc j'étais déjà connu politiquement et tout. À 29 ans, tu étais élu. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour te faire reconnaître. Je te le dis, moi. Et il me dit, c'est interdit qu'un mec comme toi, tu sois à la rue avec tous les services que tu as rendus politiquement et syndicalement. Tu sais pas que politiquement, je suis resté de 77 à 83 à la mairie de Gaston Defferre. Quand j'ai eu fini les 6 ans, j'avais traité 4000 dossiers personnels. Je n'ai pas dit que je les avais réussi. J'avais traité. À peu près 1500 avaient réussi. Que ce soit des places, des appartements. Après, les mecs, ils peuvent dire c'est du clientélisme, mais qu'ils allaient se faire en foutre. Parce que les 3/4 du temps, je vais te dire une chose, je te prends le cas aujourd'hui, la moitié que des appartements et des places, ils le doivent à Godin, et l'autre moitié, ils la doivent à Guérini. Après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, faire le violon, tous. Voilà. Et moi, quand j'ai été élu avec Gaston Defferre, encore avec ma grande gueule, je n'ai pas pu continuer la politique. Pourquoi? Parce que, encore avec Gaston Defferre, je me suis chopé. Alors que j'étais dans son conseil municipal. Un jour, on fait une réunion parce qu'il devait, en 83, il devait y avoir les mairies secteurs. Et tout le monde, comment on fait pour être candidat? Comment on fait? Et à l'époque, c'était Lucien Végan, qui était le secrétaire de la section, un mec au sommet de la ville. Il faisait partie des 3 ou 4 personnages majeurs à Marseille. Il dit, écoutez, bien, on va faire une réunion avec Gaston Defferre, et vous ne demandez rien. On fait cette fameuse réunion face au Carrefour. On était 1000. Mais 1000 partis socialistes, je veux dire, parce que moi, jusqu'en 84, j'ai eu la carte du Parti socialiste. Après l'épisode que je vais te raconter, j'ai déchiré la carte. On fait la réunion, on est 1000. Et allez, et les mecs, et vas-y, tu es au Parti socialiste, là, il n'y a pas plus de monsieur le maire que de bon cul, là. Là, c'est ou camarade ou garçon, hein, bon. Et les mecs, oh, monsieur le maire, je suis content, vous m'avez remplacé les potelets. Monsieur le maire, je suis content, mais mis le préau à l'école. Oh putain, monsieur le maire, je suis content, mais refait la traverse. La réunion a commencé à 18h, jusqu'à 20h15, que des mecs qui ont caressé Gaston Defferre. Et moi, j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et à l'époque, tu sais, il n'y avait pas les micros sans fil. Il y avait quelqu'un qui baladait dans la salle quand ça avait les fils. À 8h10, je sens les gens qui commencent à se lever, ils en avaient plein les couilles d'entendre tout ce bordel. Et moi, je lui dis, on vient ici, viens. Mais les mecs, on connaît ça, quand ils sentent que je vais parler, oh putain, ils se rassoient, ils disent, oh putain, on va rigoler là. Je prends le micro, je dis, alors voilà, Gaston, parce que moi, il n'y a pas de monsieur le maire. Voilà, Gaston, tu vois, je suis content d'avoir entendu tout le monde, tu as fait plaisir à tout le monde, bravo, j'espère que le prochain budget, il sera consacré à mon quartier, Saint-Jérôme, Château-Gombert, la Ronde, parce qu'à 9h, il y a le couvre-feu, il y a l'insécurité, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, pas le reste.
Et voilà, et je pose le micro. Et je donne le micro au mec qui est à côté de moi. Lui, il passe au pupitre. Oh, la réunion avait commencé à 18h. Et quand je lui donne le micro, c'était 20h30. 2h30. Gaston de Ferrand, il monte au pupitre. Au bout de 2h30 de réunion, il se met au pupitre. Et la seule chose qu'il dit, c'est ce que je vais te dire. Il dit, vous avez écouté notre camarade René Maleville. Il me dit, tu parles toujours aussi bien, tu as toujours une belle voix. Il me dit, mais tu m'as posé la question pour les candidatures à la mairie secteur. Pourquoi? Il me dit, tu es candidat? Je prends le micro, je dis, mais comme toi, Gaston, je suis sortant, tu es candidat, je suis candidat. Il me dit, sache que dans mon prochain conseil municipal, il n'y aura pas de grande gueule. Il m'a tué. Il m'a tué. Parce que déjà, on s'était chopé, parce que moi, quand j'étais conseiller municipal, il m'avait mis délégué représentant de la ville de Marseille dans mon quartier. Alors, je faisais toutes les écoles communales, tout ça. Et je me rappelle, à un moment donné, à l'école de la Sauvagine, il y avait une directrice, à l'époque, mais je ne sais pas si ça existe encore, à l'époque, il y avait le tiers-temps pédagogique, ils appelaient ça, ou le quart-temps pédagogique. C'est-à-dire que la maîtresse décidait, voilà, pendant un moment, 1 heure ou 2, je ne sais pas quoi par semaine, elle apprenait ou la peinture, ou la pim-pam-pum, je ne me rappelle plus trop bien. Mais la directrice de cette école avait décidé, elle, d'apprendre la couture à ses élèves. Et elle m'avait commandé une machine à coudre. Moi, j'ai dit, ben, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais fait passer ça à la mairie en tant que représentant de l'école. Voilà, elle voulait une machine à coudre, mais bref. 1 mois, 2 mois, tous les mois, il y avait le conseil d'école. La fille, elle me dit, putain, j'ai toujours pas la machine à coudre. Bon, je renvoie une chose. Elle me dit, ah, j'ai reçu un courrier, comme quoi, il y a 3 mois, la machine que j'ai choisie, elle n'est plus dans le catalogue. Un bordel. Enfin, et garçon, il réunit tous les représentants des écoles pour savoir. Et tout le monde encore pareil. Mais à la mairie, là. Et on est content, et moi. Et toujours pas content. J'ai dit, ben, écoute-moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis pas content. Je lui dis, l'exemple, tu es à l'école de la Sauvagine, eh ben, la directrice, elle veut une machine à coudre, et ça fait 4 mois qu'elle a demandé, il y a 3 mois, il y a un mois, elle a reçu comme quoi, c'était pas si, il n'y avait plus le modèle. Et à la tribune, il y avait les vieux bisoles, et Gaston Defer, et Marin Fusil, Antoine Henrieux, le père de Sylvie, tous les marions d'avant. Et Gaston, il va pas me prendre compte. Il ne sait pas jouer, qu'est-ce que c'est cette histoire de machine à coudre, il fait comme ça. Et moi, j'ai dit, mais tiens, raison de rigoler. Le jour au moment de la campagne électorale, tu viendras avec moi à l'école de la Sauvagine, et tu rigoleras comme ça que tu parleras dans la machine à laver. Il est blémi, il a arrêté. Donc je m'étais déjà chopé avec lui. Et là, il m'a tué, il m'a dit, il n'y aura plus de grande gueule. Et c'est là que ça a été mort pour moi. Et les mecs, ils me venaient, ils étaient contents parce que j'avais une place forte, moi, tu le dis. Ils disaient, putain, ça, c'est une bonne place à prendre. Et ils venaient, pas qu'ils se moquaient, mais enfin, je leur dis, moi, les gars, regarde des fois comme tu es prémonitoire quand tu parles. Et au moins, je leur dis, vous voyez? Ouais, il m'a tué, Gaston. La politique, pour moi, c'est fini. Mais dans 30 ans, je leur dis, moi, je pourrais marcher la tête haute dans Marseille. Tandis que vous. Et la prémonition, elle s'est avérée, puisque en 2008, on est venu me chercher, mon ami, et je dis bien mon ami, je ne dis personne, moi, je ne suis pas le mec que je poignarde dans le dos, mon ami Jean-Noël Guérini, qui reste mon ami, il est venu me chercher pour être présenté. Et je me suis présenté dans le 2-3 à lui, il m'a dit, je ne me présente pas dans le 3, je veux que tu te présentes là-bas comme bien. Et dans la mairie du 2-3 en 2008, on a été élus au premier tour, c'est la première fois, avec 54%. Et les renseignements généraux m'ont crédité de 6%. Ça veut dire que si je n'avais pas été là, on ne passait pas au premier tour. D'abord, ils ne sont jamais passés au premier tour, et depuis que je suis parti, ils ne sont jamais passés au premier tour. Donc, c'était bénéfique. Et il y en a beaucoup, et quand je faisais la campagne, je voyais des cons qui avaient rigolé 30 ans avant. Et je leur dis, oh, t'as pas il y a 30 ans que tu te moquais de moi? Parce que tu sais, les enfants dans la politique, tous les milieux sont pourris, mais le milieu de la politique. Quand tu as fait 50 ans de politique, tu es rompu à tout.